Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Dans cette vidéo qui fait partie d'un ensemble consacré à la statistique descriptive, nous allons avec Pascal découvrir ou redécouvrir cette composante importante du traitement et de l'analyse des données que l'on désigne sous le nom de statistique descriptive. Pascal, en quoi consiste la statistique descriptive ? Bonjour Léa et bonjour à tous. Vaste programme que de présenter la statistique descriptive. Il y aurait tant à développer sur ce sujet. C'est pourquoi j'ai choisi de vous dire l'essentiel dans cette vidéo d'introduction. Comme vous le constatez, le mot-clé associé à cette composante incontournable des statistiques est descriptive, ce qui signifie qu'il va s'agir dans cette étape de décrire les données collectées dans la population ou dans l'échantillon étudié. Il ne s'agit pas pour autant de détailler l'ensemble de ces informations, cela n'aurait guère de sens, mais bien d'en rendre compte avec le minimum de mots, de paramètres et de graphes. L'étape de statistique descriptive va ainsi permettre de résumer les distributions étudiées en quelques caractéristiques qui permettront ensuite des comparaisons ou des prédictions, démarches relevant quant à elles des statistiques inférentielles. La statistique descriptive est dès lors l'étape préalable indispensable à toute analyse inférentielle de vos données, contribuant déjà à les faire parler. La démarche est simple, mais sa mise en œuvre peut être plus ou moins complexe en fonction du contexte de l'étude. Cependant, que l'on se rassure, dans des cas classiques, le travail reste très abordable et à la portée de tous. À la suite de votre expérience ou de vos observations, ou après avoir récupéré les réponses à un questionnaire soumis à un échantillon de personnes, vous vous retrouvez avec un ensemble d'informations plus ou moins cohérentes appelées jeux de données, on parle de dataset en anglais, très souvent disposées dans un fichier et constituant de fait une base de données qu'il va falloir décrire du mieux possible pour en autoriser l'analyse. Ce sont les fameuses entrées du couple entrée-sortie des programmes informatiques, input-file en anglais. Parmi les logiciels les plus souvent utilisés en traitement des données, on peut citer R, SPSS ou bien encore Statistica, XLStat, et il y en a bien d'autres. À cette fin, pour concrétiser cette démarche de statistique descriptive, nous sommes conduits à décrire les données en termes de variables. Il s'agira de définir le type des variables portant l'information étudiée, de préciser le domaine de définition, de regarder si les données sont complètes, d'identifier d'une façon ou d'une autre les valeurs extrêmes et de s'en séparer le cas échéant s'il s'agit de valeurs aberrantes. Je vous conseille de consulter si nécessaire la vidéo consacrée au type de variables employées en statistique. Identifier les lois de probabilité décrivant le mieux la variation de ces valeurs classiquement associées, c'est-à-dire loi binomiale, loi de Poisson ou loi normale, et se rappeler dans ce contexte que le nombre de mesures ou d'individus dans l'échantillon est un élément important. En effet, si n est supérieur à 30, alors le théorème central limite va pouvoir s'appliquer et l'on pourra dès lors très certainement confronter des données à des tests paramétriques. Nous pourrons par ailleurs procéder à un test sur la normalité d'une distribution continue à partir des valeurs prises dans un échantillon. Il pourra s'agir d'un test de Shapiro-Wilk, d'un test de Kolmogorov-Smirnov ou bien encore un test de Lilliefors. Effectuer un certain nombre de calculs incontournables pour obtenir la moyenne et la variance d'une distribution continue ou bien encore les proportions observées des modalités d'une variable qualitative. Réaliser une représentation graphique adaptée aux données étudiées. Par exemple, un histogramme décrivant la répartition des valeurs prises par une variable aléatoire dans un échantillon ou encore des diagrammes en secteurs, plus connus sous le nom de camembert ou pie en anglais, pour rendre compte des fréquences des modalités d'une variable qualitative. Il ne faudra pas négliger la mise en forme du graphe, donner un titre au graphique et des étiquettes explicites aux axes de la représentation graphique. Se demander s'il existe des liaisons entre certaines variables ou encore si l'on peut réduire les dimensions, décrivant le jeu de données que l'on a récolté en quelques descripteurs, sorte de super variables, combinaison linéaire des variables initiales, en procédant par exemple à une analyse factorielle, ACP, AFE, AFC ou d'autres encore. Le cas échéant, repérez votre ou vos variables dépendantes, notez VD, et dites aussi variable réponse ou encore variable à expliquer, ainsi que vos variables indépendantes, notées VI, également appelées variables explicatives. Présentez l'ensemble des résultats dans des tableaux de synthèse qui compléteront les graphes réalisés.
Développons plus particulièrement le cas des variables aléatoires continues. Pour chaque variable quantitative rencontrée, nous allons pouvoir résumer leur distribution de façon spécifique grâce à la détermination de paramètres de position, de paramètres de dispersion et de facteurs de forme. Pour ces variables, il nous faudra nécessairement calculer les paramètres de position, que sont typiquement le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane ou encore le mode qui donne un ordre de grandeur de la grandeur étudiée, donc des données qu'elle représente. Calculer les paramètres de dispersion, pour ne citer que variance étendue, c'est-à-dire maximum moins minimum, écart type, quartile, centile, qui permettent quant à eux d'avoir une idée de la dispersion moyenne des données par rapport à l'ordre de grandeur de la variable étudiée, moyenne, médiane ou toute autre valeur remarquable. Déterminer les facteurs de forme en analysant les représentations graphiques, mais aussi en calculant les coefficients d'asymétrie, appelés skewness, et qui est le moment d'ordre 3, et d'aplatissement, appelé courtesis, moment d'ordre 4 de la variable centrée réduite. Ces coefficients nous indiquent notamment si la distribution des valeurs est ou non symétrique, aplatie ou encore d'allure normale. Dans ce cas, le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'aplatissement normalisé sont tous les deux proches de 0. Ils peuvent révéler des données présentant un plus ou moins fort écart à la symétrie ou bien encore une dispersion multimodale révélant des sous-groupes identifiables dans l'ensemble étudié. Comme nous l'avons déjà mentionné, des tableaux synthétiques rassemblant les paramètres caractéristiques et présentant l'intervalle de confiance de la moyenne, voire d'autres paramètres, pourront être avantageusement conseillés pour compléter la description et participer au résumé de la distribution. Des graphes, bien entendu, compléteront la description de cette distribution. Nous avons déjà mentionné les histogrammes. Il peut être intéressant d'ajouter une boîte de Tuckey, appelée également boîte à moustache, voire de faire un lissage normal sur l'histogramme présenté. À cette fin, pour être convaincu que la tendance de la distribution de la variable étudiée est normale, il est également d'usage de faire des tests d'adéquation à la loi normale. On peut citer les tests de Kolmogorov-Smirnov, de Lilifort ou encore de Shapiro-Wilk. Un test du Qui2 peut également être réalisé, mais il est nettement moins pratique à mettre en œuvre. À l'issue de cette étape descriptive de la distribution, la synthèse obtenue va nous permettre d'engager des comparaisons entre échantillons ou entre échantillons et population, préparant ainsi à une étape d'analyse inférentielle. J'aimerais enfin ajouter quelques mots sur les variables ordinales. Il faudra bien faire attention aux variables ordinales qui ne peuvent pas faire l'objet de tests paramétriques tels que le test de Student, même si elles sont codées sur une échelle de Likert, de type numérique, qui, rappelons-le, n'est pas une échelle continue. Les échelles de Likert n'autorisent en effet que l'emploi de tests non paramétriques tels que le test du Qui2 ou encore le test de Mann-Whitney. Les variables de score regroupant par une somme ou une moyenne plusieurs items codés en échelle de Likert permettent cependant l'utilisation d'un test paramétrique sous certaines conditions. Nous le comprenons, la statistique descriptive est une étape préalable à l'analyse inférentielle menée sur vos données expérimentales. Ces deux volets de la statistique, que sont la stat descriptive et la stat inférentielle, constituent un véritable outil d'aide à la décision. Un conseil, définissez bien la population de référence dont est issu l'échantillon et définissez bien la ou les variables d'étude. Vous pourrez alors aborder avec plus d'aisance les tests d'hypothèse. À l'issue de cette description synthétique, on sait déjà mieux à quelles données on a affaire. On commence en quelque sorte à faire parler ces données et il devient aisé d'entreprendre des prédictions ou encore des comparaisons entre échantillons ou entre un échantillon et une population référence. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre à quoi servent les statistiques descriptives et quelles sont les étapes qui la constituent. Les autres vidéos de la thématique statistique descriptive vous apprendront à calculer à la main, mais aussi en utilisant différents logiciels, R, Excel, SPSS, les paramètres caractérisant une distribution continue tels la moyenne, la médiane, la variance, l'écart type, le mode, les coefficients d'aplatissement et d'asymétrie, mais également à en interpréter la valeur.